L'astronomie est née de la nécessité de mesurer le temps, c'est-à-dire de connaître la date, les saisons, savoir quand semer et quand se préparer pour l'hiver. Aujourd'hui, il n'y a que dans quelques rares endroits retirés du monde, loin de la lumière et de la pollution, que l'on peut voir de tels cieux. Dans les temps anciens, tout le monde regardait le ciel et le connaissait. Comme leurs ancêtres, ces chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui utilisent le soleil pour lire l'heure. Ils connaissent chaque mouvement du ciel. L'astronomie a commencé il y a 6000 ans avec les Babyloniens. Ils dessinent la première carte des mouvements célestes. Ils regroupent les étoiles dans des constellations qu'ils représentent sous forme de figures. Ce sont les signes du zodiaque. Les Babyloniens repèrent des astres errants. Nous savons aujourd'hui que ce sont les 5 planètes les plus proches. Au même moment, en Chine, les astronomes cartographient très soigneusement le cosmos, enregistrant des phénomènes tels que les comètes. En Égypte, la crue annuelle du Nil est signalée par l'arrivée de l'étoile Sirius au lever du jour. De tels cycles sont peut-être l'œuvre des dieux, mais les Égyptiens avaient du bon sens. Ils divisent leur calendrier astronomique en 365 jours. Bien plus tard, en Amérique centrale, les Mayas font de même. Mais leur dieu guerrier, Vénus, donne un calendrier très différent, 584 jours. Il est basé sur les mouvements cycliques de la planète. Quant à la mécanique du ciel, en voici une version hindoue. Notre monde est supporté par 4 éléphants sur le dos d'une tortue dans un océan de lait entouré par un serpent. En l'an 300 avant Jésus-Christ, les Grecs avaient une vision du monde plus scientifique. Ils imaginent qu'une série de sphères de cristal tourne autour de la planète. Le Soleil, la Lune et les 5 planètes connues à cette époque évoluent chacune dans sa propre sphère. Ce sont les fameux astres errants. Les étoiles que l'on voit au second plan sont placées dans une sphère plus lointaine. Nous sommes en 200 avant Jésus-Christ, c'est le solstice d'été. Le soleil éclaire à la verticale un puits à Aswan, en Égypte. Le bibliothécaire, Ératosthène, observe cet événement. Il travaille à Alexandrie, à plusieurs centaines de kilomètres au nord. Là, à la même heure, il voit sur le sol l'ombre projetée d'un pilier. Il se demande pourquoi cette ombre. Cela est dû à la courbure de la Terre. Quand les rayons du soleil tombent verticalement dans le puits d'Aswan, à Alexandrie, ils forment un angle. En utilisant la géométrie, Ératosthène calcule la circonférence de la Terre et obtient la preuve que la Terre n'est pas plate. Les Grecs commencent à mesurer le ciel. La première carte des étoiles est établie par le mathématicien Hipparchos. Il note la luminosité des étoiles. En observant les éclipses, il tente de déterminer la distance relative de la Terre à la Lune et au Soleil. Un autre grec, Ptolémée, pense que les planètes sont placées en orbite autour de la Terre. Sa réputation est telle que cette idée fausse perdurera pendant plus de 15 siècles. Mais comment Ptolémée explique-t-il le mouvement des planètes alors que le reste des étoiles se déplace dans le ciel de façon plus régulière? Pourquoi ces planètes vagabondes effectuent-elles des sortes de petites marches arrière? Ptolémée explique ce phénomène grâce aux épicycles, de minuscules cercles que les planètes décrivent autour de leur principale trajectoire. Il a tort, mais pourtant, cela concorde avec ses observations. Au XVIe siècle, Nicolas Copernic explique le phénomène en mettant le Soleil au centre du système solaire. Remarquable travail pour un ecclésiastique polonais qui ne pratiquait l'astronomie que pour son plaisir. Copernic imagine 5 planètes décrivant des orbites circulaires autour du Soleil et la Lune en orbite circulaire autour de la Terre.
L'Allemand Johannes Kepler affine cette idée au début du XVIIe siècle. Il définit 3 lois. La première est que les planètes décrivent des orbites elliptiques et non circulaires autour du Soleil. La seconde est que la vitesse orbitale varie. Les planètes ralentissent lorsqu'elles sont loin du Soleil et accélèrent lorsqu'elles s'en rapprochent. La troisième loi de Kepler est la suivante. Plus une planète est proche du Soleil, plus elle se déplace rapidement sur son orbite. Des observations faites par l'astronome danois Tycho Brahe donnent à Kepler de précieuses indications qui expliquent pourquoi certaines planètes semblent reculer. Ici, notre planète bleue est en train de dépasser Mars, la planète rouge. Lorsque cela arrive, on a l'impression que Mars recule. L'Italien Galilée est le premier à observer le ciel avec un télescope. Nous sommes au début du XVIIe siècle, l'astronomie moderne est en marche. On observe les cratères de la Lune. Le Soleil a des taches et Jupiter des satellites. Le Hollandais Christian Huygens découvre le plus gros satellite de Saturne et il note à juste titre que les anneaux ne sont pas attachés à la planète. Cet homme repère un vide entre les anneaux. C'est Giovanni Cassini, un astronome français d'origine italienne. Son observation date de 1675 et aujourd'hui encore, cette zone porte son nom, la division de Cassini. Isaac Newton, un génie anglais, révolutionne l'astronomie. Il découvre la gravitation universelle, divise la lumière et raccourcit le télescope en utilisant des réflecteurs internes. Un siècle plus tard, William Herschel découvre la planète Uranus. Et à Slough, en Angleterre, il construit le plus grand télescope à miroir du monde. Ses observations sont prolifiques. Elles sont publiées sous forme de catalogue. Et c'est le premier à reconnaître que les étoiles de notre galaxie forment un disque aplati. En Irlande, le 3e comte de Ross construit un télescope encore plus grand. Fixé entre des murs de pierre, la construction s'achève en 1845 au château de Birr. Le réflecteur de Ross entrevoit des galaxies au-delà de la nôtre. Pas de taches floues, mais de véritables galaxies avec une structure. Cette esquisse de Ross représente une galaxie spirale. Voici la galaxie aujourd'hui. Le 19e siècle nous apporte 2 outils fondamentaux. Le premier est la spectroscopie, l'analyse de la lumière déterminant la nature des objets dans l'espace. Le second, c'est la photographie. Voici une photo de la lumineuse comète de 1882. Dans les années 20, Edwin Hubble utilise brillamment ces 2 instruments. Au mont Wilson, en Californie, son gigantesque télescope enregistre les galaxies les unes après les autres et le fait que toutes s'éloignent très vite dans le même sens. Là où les instruments optiques ne voient rien, les radiotélescopes prennent le relais. Ces sortes de cuvettes explorent et remontent le temps, jusqu'au Big Bang, le flash originel qui confirme la théorie de l'univers en expansion. De plus en plus puissants, les télescopes observent de plus en plus loin dans l'espace. Mais la prochaine découverte pourrait bien être celle d'un amateur. L'observation spatiale n'est pas uniquement réservée aux professionnels. L'astronomie est une science qui appartient à tout le monde.